Non, je vous comprends, hein, c'est vrai que c'est... Bon. Bon, ça a l'air de marcher. Alors, je vérifie juste que oui, ça marche. Bon. Vous verrez la visioconférence en juridiction. Hein, je vous aurai affaire à ces petites bêtes-là. Hein. Alors, là aussi on reprend par quelque chose qui n'est absolument pas évident, le danger pour les modernes. Quel est le danger pour les modernes? Pas simplement les dangers que nous venons d'énoncer, la soudaineté, la fatalité, la tragédie, non mais plus profondément, quel est le danger des catastrophes pour la modernité? Eh bien, la modernité c'est une société auto-fondée. Hein. La modernité c'est une société, les modernes connaissent des sociétés auto-fondées. C'est-à-dire, nous l'avons vu, hein, Kant, qu'est-ce que les Lumières? Oser penser par soi-même, sortir de l'état de minorité, tout ça, vous connaissez, hein, Kant, qu'est-ce que les Lumières? Oser penser par soi-même, sortir de l'état de minorité, hein, je vous reprends les expressions clés dont l'homme est lui-même responsable. On pourrait le dire de façon très très élégante avec René Char, c'est la même idée, René Char. René Char qui, au sein de la résistance, s'appelait le capitaine Alexandre. Hein, René Char. Vous avez peut-être entendu sa voix, déjà, enfin il est évidemment décédé, mais il a enregistré quelques-uns de ses poèmes. Il a une voix très chantante, très méridionale. La mouette et la baleine. C'est très surprenant parce que moi j'avais acheté ce CD, j'avais été très surpris. Comme un idiot, je pensais que l'accent parisien était... Bon. Alors, bon, voilà, vous avez un recueil de poèmes... Enfin, de poèmes, non. Vous avez un recueil d'aphorismes, un recueil de pensées qui est rédigé pendant la guerre, absolument magnifique, s'appelle les feuillets d'hypnose. Feuillets d'hypnose. Alors, à vos souhaits. Feuillets d'hypnose. Et alors, on y trouve, voilà, c'est très connu, cette formule. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Les modernes sont ceux qui s'autofondent. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Hein. La modernité, le propre de la modernité, c'est d'être en capacité de suivre ses propres règles, de se donner ses... Or, où est-ce que je veux en venir? La catastrophe plonge les hommes au sein d'un état de minorité. La catastrophe plonge les hommes dans un cadre pré-moderne. C'est ça l'idée centrale. C'est absolument cela. Écoutez, on va prendre des exemples érudits. On va habiller tout cela. Mais simplement pour que ça vous parle, quand est-ce que les uns et les autres entrent dans des sectes? Quand est-ce qu'on recrute des personnes dans des sectes? Pas quand elles viennent de réussir l'ENM et qu'elles ont une vie de bonheur devant elles. On est d'accord. C'est lorsque vous subissez des catastrophes. Bon, c'est la perte d'un proche, c'est quelque chose comme cela. Hein. Le risque pour les modernes, pour être très clair, cet exemple c'est juste pour que ça vous parle, le risque pour les modernes c'est de se soumettre de nouveau à un ordre extérieur et transcendant. D'accord ? Se soumettre de nouveau à un ordre extérieur et transcendant. Parce qu'on n'a plus la force de penser par soi-même. Parce qu'on n'a plus la force de mener sa vie. Hein. Et en ce sens, petit a, la catastrophe est souvent pensée comme un phénomène extérieur. Hein, petit a, la catastrophe. Oui, ça c'était une explication. Oui, le petit propos là, c'était une explication de ce qui va suivre. Mais ce qui suit est assez rapide. Hein. Petit a, la catastrophe a souvent été pensée comme un phénomène extérieur. Mais on va le dire avec des exemples relous. Mais vous avez bien vu, lorsqu'il y a des catastrophes dans le monde, ce que disent les uns et les autres. La nature se venge. La nature se venge face au traitement que lui fait subir les hommes. On vous dit dans certaines parties du monde, y compris chez nous, que cela ressort d'une volonté divine ou d'une volonté magique. C'est ça le risque avec une catastrophe.
Alors, on peut l'illustrer, cette idée, au sein du monde antique, deux tirets. Premier tiret, le monde antique. La catastrophe est extérieure. La catastrophe est extérieure. Et l'homme n'y peut rien. La catastrophe est extérieure et l'homme n'y peut rien. Alors, on peut l'illustrer à l'aide d'une tragédie de Sophocle, qui s'appelle Oedipe roi. Il y a des gens qui font « Ah oui, d'accord. C'est rigolo comme cours. » Oedipe roi, vous connaissez l'histoire. La pièce se passe à Thèbes, qui est frappé par une catastrophe. Frappé par une catastrophe qui est tout simplement une épidémie de peste. Et Oedipe cherche à échapper aux prévisions de l'oracle. Oedipe cherche à échapper aux prévisions de l'oracle Tirésias. Mais, par son action, ne fait que les réaliser. Mais, par son action, il ne fait que accomplir cette prévision terrible. Il tue son père, il épouse sa mère. Jocaste se suicide, Oedipe se crève les yeux. Enfin bon, une ambiance de fin de soirée, quoi. Hein, bon, si vous voulez aller plus loin, vous connaissez, mais vous allez sur Wikipédia et trucs, là, et puis, hein, voilà. Cet extérieur, on n'y peut rien, et quoi que vous fassiez, cette catastrophe, elle s'abat sur vous. Voilà la perspective des catastrophes dans l'Antiquité. Et donc, évidemment, qu'on se soumet à un ordre supérieur. Vous pouvez l'illustrer également à l'aide, second tiret, toujours dans ce petit A, des textes bibliques, de la Bible, en particulier nous concernant, le livre de la Genèse, l'épisode du déluge, ce qui, chez nous, aujourd'hui, laïcisé serait l'épreuve de droit public à l'ENM, qui vient châtier la méchanceté des hommes. Vous pourriez... D'ailleurs, je crois qu'il y a un film là, enfin, très moyen, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Vous pourriez dire un mot des plaies d'Égypte également, qui sont autant de catastrophes. Les plaies d'Égypte, oui. Vous savez, les sauterelles, etc. Les plaies d'Égypte qui s'abattent sur... les plaies d'Égypte qui s'abattent sur le royaume comme des sanctions divines du fait de l'action des hommes. Voilà des illustrations possibles. Hein. Alors, évidemment, vous détaillez de votre côté. Hein. Les plaies d'Égypte, elles sont nombreuses. D'ailleurs, en fonction des textes, vous ne trouvez pas le même nombre de plaies d'Égypte. C'est assez marrant. L'eau qui change en sang, etc. Et vous détaillez cela en expliquant que, justement, il y a une approche, là encore, qui est extérieure, transcendante, hein, et qui vise la domination de l'homme. Hein. Alors, quelle est la réaction des hommes face à ces catastrophes et pourquoi est-ce dangereux pour les modernes? Eh bien, c'est le petit b, car l'on se tourne vers la transcendance afin de redonner du sens aux événements. On se tourne vers la transcendance afin de redonner du sens aux événements. Alors, deux petites illustrations. La première illustration, c'est cette optique de faire pénitence face aux catastrophes, faire pénitence afin d'expier ses péchés. Faire pénitence afin d'expier ses péchés. Alors je vous donne un exemple très concret. Ah, quelqu'un a reçu un... Peut-être moi d'ailleurs. Je t'attends, reviens vite. Loi du 24 juillet... Ah ben non, vous ne mouchez pas dans un moment si romantique. Loi du 24 juillet 1873, loi du 24 juillet 1873, qui lance la souscription
afin de construire le Sacré-Cœur de Montmartre, qui lance la souscription afin de construire... Bon, sinon, vous dites qu'il lance la construction. Hein. Bon. Qui lance la souscription afin de construire le Sacré-Cœur de Montmartre, en expiation des péchés, 1873, hein, en expiation des péchés, ayant conduit à la défaite de 1870 et à la Commune de Paris. Ayant conduit à la défaite de 1870 et à la Commune de Paris. Alors il y a un autre exemple assez émouvant, c'est Primo Levi. Primo Levi. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu citer Marc Aurèle, hein, supporte-toi. Non, supporte et abstiens-toi. Hein. Supporte-toi. Supporte, c'est pas un peu ça l'idée, hein. C'est pénitent, supporte et abstiens-toi. Bon, supporte-toi. Primo Levi qui confesse dans Si c'est un homme, avoir souvent voulu invoquer le nom de Dieu. Il est agnostique, hein, donc avoir souvent voulu invoquer le nom de Dieu pour le supplier de lui venir en aide. Pour le supplier de lui venir en aide. Oui, bien sûr. Enfin, notez pas, on l'a déjà dit 10 fois, mais c'est ça l'idée, hein, c'est que les catastrophes vous plongent dans une forme de demande transcendante. Certains d'entre vous n'entrent jamais dans des églises, à tort ou à raison, je ne sais pas, ça ne me regarde pas, mais vous y entrerez le jour d'une catastrophe qui vous frappera. Voilà, hein. C'est ça le danger pour les modernes, c'est de nous replacer dans une situation de dépendance face à un extérieur. Bon. Donc bon, ça va, les catastrophes c'est mal, je crois que, on l'a dit, petit b du grand 1, enfin grand B du grand 1, les catastrophes révèlent à l'homme son identité profonde et induisent la volonté de maîtriser l'avenir. Petit 1, en fait, c'est l'utilité des catastrophes, hein, l'utilité négative des catastrophes. J'ai intitulé ça « Les catastrophes révèlent l'homme dans son identité profonde ». Alors, A, B, C, D, A, B, C, D. Petit a, vous l'avez écrit également pour soulager un peu la prise de notes. Les catastrophes dévoilent la réalité du pouvoir. Alors, bon. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lorsque Hollande a été élu? Il a dit on verra face à la crise. On verra qui est véritablement souverain. C'est au moment de la crise qu'on verra à qui on a affaire. Bon. Cette idée, vous ne pouvez pas l'exprimer ainsi, et ce n'est pas l'idée la plus intéressante que je vais exprimer ainsi, mais c'est effectivement une pensée d'un penseur, d'un philosophe politique dont on a déjà parlé, qui est Carl Schmitt. Enfin, je ne fais pas de lien entre Carl Schmitt et Nicolas Sarkozy, hein, c'est simplement pour que ça vous parle. Carl Schmitt dit cela. Carl Schmitt, il dit que est souverain celui qui est capable d'imposer ses vues, est souverain celui qui est capable d'imposer ses décisions, ses vues, dans une situation d'urgence. Vous voyez ? L'intérêt des catastrophes, c'est qu'elles révèlent celui qui est souverain. Hein, celui qui peut être souverain. Bon, mais ce n'est pas l'argument le plus intéressant. C'est un argument, mais c'est pas... Bon. L'argument le plus intéressant, plus subtil, me semble-t-il, c'est celui qui est présenté par Michel Foucault dans un cours au Collège de France. Alors c'est toujours compliqué les cours au Collège de France de Michel Foucault. Hein. Il annonce un thème et puis il travaille sur autre chose. Donc, un cours de Michel Foucault au Collège de France en 74-75 qui s'appelle Les Anormaux. Les Anormaux. Les anormaux. Et l'idée qui s'y trouve est la suivante. Les catastrophes induisent une mutation de la nature du pouvoir. Les catastrophes induisent une mutation de la nature du pouvoir. Je vais vous illustrer ça de façon très claire. Vous voulez comprendre la nature du pouvoir dans nos sociétés? Regardez les grandes crises sanitaires. Ce sont les catastrophes, c'est au moment des catastrophes qu'en Occident s'est jouée la mutation des formes du pouvoir. Alors, il oppose deux formes, si vous voulez, de pouvoir. Il oppose les technologies négatives du pouvoir,
bon, voilà, c'est les termes de Foucault. Les technologies négatives du pouvoir, les techniques négatives du pouvoir, si vous préférez. Alors, en quoi cela consiste et pourquoi est-ce mis en œuvre? Alors, technique négative du pouvoir, c'est exclusion. Et c'est la voie qui a été choisie face à la lèpre. Face à la lèpre. Et ce que nous dit Foucault, c'est que ça n'est pas possible face à la peste. Face à la peste. Il a fallu changer la nature du pouvoir. Et alors, qu'est-ce qui est... Ah, mais pourquoi on n'ouvre pas, d'ailleurs? Oh, ah oui, il fait hyper frais, là. Ah, mais vous risquez de vous prendre la... Attendez, j'ai bloqué avec ma paillasse. Voilà. Pour votre sécurité. Pas dire ça, parce que ça fait penser à l'UDC en Suisse. Bon. Technologie négative du pouvoir. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste en un quadrillage d'une ville. Cela consiste en une surveillance et non plus en une exclusion. Monsieur, vous pouvez être plus clair? Oui. Quand une ville est frappée par la lèpre, on décide d'un responsable au niveau de la ville. Christophe. On prend un responsable au niveau d'un quartier. Céline. On prend un responsable au niveau d'un sous-quartier. Philippe. On prend un responsable au niveau d'une rue. Kessler. Ce responsable avance avec sa charrette dans la rue, à l'arrière des cadavres. Vous demandez aux gens de se présenter aux fenêtres, ou bien, s'ils ne se présentent pas, c'est qu'ils ne sont évidemment pas en capacité de présenter, donc ils sont frappés, vous allez chercher le corps, pouf, sur la charrette. Ou bien vous demandez aux gens de mettre un signe, par exemple un drap, une sorte de linge, pour savoir qui est touché et qui n'est pas touché. Et à partir de là, vous avez vu, hein, ça fait frais, hein, à partir de là, pour lutter contre la peste, la nature du pouvoir change. D'accord ? Et je ne sais pas si vous voyez, vous, un quelconque lien entre ces technologies négatives du pouvoir et ces technologies positives du pouvoir et aujourd'hui, mais moi j'en vois un. Je pense que les technologies positives du pouvoir se retrouvent encore aujourd'hui et qu'elles sont en partie dues aux grandes mutations liées aux crises sanitaires. Vous voulez comprendre aujourd'hui la nature de la surveillance? Regardez les grandes crises sanitaires. Les catastrophes induisent une mutation du pouvoir. Bon, c'est Foucault. Bon. Petit b, plus fastoche. Les catastrophes révèlent la réalité des personnes. Ah oui. Les catastrophes révèlent la réalité des personnes. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Dites-moi. Donc du coup, la deuxième forme de pouvoir, c'est les technologies positives. Oui, c'est les nôtres. C'est les nôtres. C'est-à-dire, je peux savoir ce que vous lisez. Je peux savoir ce que vous envoyez sur votre mail, je peux savoir ce que vous regardez à la télévision, je peux savoir votre orientation politique en regardant ce que vous achetez sur votre carte Fnac, je peux savoir ce que vous mangez grâce à votre carte Auchan, je peux savoir où vous étiez hier grâce à votre carte bancaire, etc., etc., etc. Je sais tout sur vous en 10 minutes. Je peux même vous passer au fichier pour voir si jamais, plus petite, vous n'auriez pas fumé un chichon de drogue. Mais ça ne dérange pas les citoyens. Hein. Mais j'ai rien à me reprocher. Hein. Technologie positive du pouvoir. Donc vous aurez beaucoup ça en cours d'assises. Hein. Mais votre téléphone, il a borné, monsieur. On sait que vous étiez dans un rayon de 10 km. Bah oui, mais j'ai prêté mon téléphone à qui? Bah Julien. Mais Julien comment? Bah je connais pas son nom. Hein. Il habite, vous pouvez le décrire? Bah ouais, il est grand quoi. Oui, bon. Technologie positive du pouvoir. Petit b, les catastrophes révèlent la réalité des personnes. Les catastrophes révèlent la réalité des personnes. Alors ça, c'est plus facile. Ça signifie quoi? Ça signifie que face aux catastrophes, les tempéraments ne peuvent être feints. F-E-I-N-T-S, hein, évidemment. Face aux catastrophes, les tempéraments ne peuvent être feints, ne peuvent être joués. Les courageux s'affirment, les couards se dévoilent. Les courageux s'affirment, les couards se dévoilent. C-O-U-A-R-D-S. Moi, personnellement, j'interviens pas. Un homme qui frappe une femme dans la rue, j'interviens pas.
Un, je peux être blessé. Deux, je peux tuer. Je le pousse, il tombe sur le trottoir. Enfin bon, vous verrez l'instruction. Trois, si tant est que j'arrive par mon courage physique à repousser l'homme, je vais me faire frapper dans mon dos par la femme qui va me dire de quoi je me mêle. D'accord ? Si un jour vous êtes policier et que vous intervenez sur une scène de violence, ne tournez jamais le dos à la victime. Hein. Vous allez vous faire planter, les amis. Hein. D'accord ? Pareil en comparution immédiate. Hein. D'accord ? Parce qu'elle est assise à côté de vous, la victime, hein, de violence conjugale. Elle va vous taper dessus, procureur, parce que vous demandez une... Hein. D'accord. Bon. Alors, qui le dit absolument ? Mais oui, c'est vrai que dans les situations de crise, on ne triche pas. Hein, on ne triche pas. Qui le dit vraiment de façon c'est très émouvante. C'est un père qui écrit un poème pour son fils qui part à la guerre. C'est Rudyard Kipling, je vous en ai peut-être déjà parlé. Non ? Non. Rudyard Kipling. Et c'est un poème qui s'appelle If. If. Rudyard Kipling. If, oui, I-F. If. R-U-D-Y-A-R-D. R-U-D-Y-A-R-D. Plus loin, le nom K-I-P-L-I-N-G. Kipling. If. Et traverser une catastrophe suppose un certain degré de dépassement individuel. Traverser une catastrophe suppose un certain degré de dépassement individuel. Il fait trop froid. Et le père invite son fils au courage. La formule qui revient, c'est que si les courageux sont... Alors, c'est pas dit comme ça, mais la formule qui revient, c'est « alors le monde t'appartient ». Si tu sais contraindre ton cœur, tes nerfs et tes muscles à te servir alors qu'ils ont déjà faibli et tenir bon encore lorsque tu es vidé, sauf de ta volonté qui te répète « tiens bon, alors le monde t'appartient ». Et vous savez ce qu'il advient de son fils ? Il meurt. C'est bien parce qu'il y a des catastrophes que l'héroïsme trouve sa place. Hein ? La utilité négative des catastrophes. Bon, hein ? Petit c, dans ce cours extrêmement joyeux, traverser des catastrophes forge une identité. Traverser des catastrophes forge une identité. Ouais, tu vois, il m'a trompé, mais il me l'a dit et je pense que maintenant, plus rien ne pourra nous arriver, on est immortel, quoi. J'adore. Oui, écoutez, c'est tellement évident comme idée. Qu'est-ce qui soude aujourd'hui une communauté nationale, si ce n'est le souvenir des catastrophes ? Hein, c'est ça l'idée. C'est bien le souvenir des catastrophes qui soude encore un tout petit peu une nation. Une nation. Alors vous l'illustrez comme vous le souhaitez, à l'aide des lois mémoriennes, remarquez, elles sont débattues, à l'aide du Panthéon, à l'aide de la commémoration de 1914, à l'aide de Guy Moquet, à l'aide, je ne sais pas, des protestants français qui se souviennent du temps des dragonnades, etc. Mais bien sûr que ce sont les catastrophes qui forgent les identités. Bien sûr. Petit d, quel est l'intérêt négatif, évidemment, petit d, tirer les leçons des catastrophes. Tirer les leçons des catastrophes. Tirer les leçons des catastrophes. Assurer la non-réitération du processus tragique, assurer la non-réitération du processus tragique, exemple, la construction européenne. Exemple, la construction européenne. Alors, j'insiste pas beaucoup sur cette idée, parce que je suis comme vous, je suis lecteur de Télérama. Ben oui, voilà, bobo, réactionnaire de gauche, vous lisez Télérama. Bon. Et j'y crois pas une seconde, en fait, à notre capacité à tirer des leçons des catastrophes. Mais je vous invite à le lire dans la copie. Hein. Alors là, vous avez un petit reportage, décembre 2011. Le 14 décembre 2011, j'ai lu Télérama. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Ah bah, on voit là. Donc là, vous avez Arbeit macht frei. On est à l'entrée d'un camp. Et vous avez un homme et une femme qui s'embrassent, qui font une photo souvenir. Là, vous avez
les visiteurs, ça s'appelait les visiteurs, voilà, Auschwitz. Donc là, vous avez un groupe là, qui est sur la voie ferrée qui mène à Auschwitz. Ils sont comme ça. Et puis là, vous avez des petites statuettes qui sont vendues à Cracovie, des petites statuettes souvenirs du ghetto. On dit sans craindre la caricature, effectivement, ce sont des petits juifs avec les nez très longs. Là, voilà. Si vous voulez, c'est 14 décembre 2011, Télérama. J'y crois pas, moi. Mais vous pouvez le dire dans une copie, vous pouvez dire, bah, écoutez, l'intérêt négatif des catastrophes, c'est au moins de pouvoir en tirer des conséquences. Hein. Ce qu'on a fait avec la construction européenne. La guerre, donc, la construction européenne. Voilà, conclusion. Ah non, pardon, petit 2. Alors là, oui, petit 2, ça c'est très important, mais c'est très compliqué. C'est les catastrophes entraînent une volonté renouvelée de comprendre et de maîtriser les risques. Alors, bon, pas très clair. Voilà l'idée directrice de ce petit 2. C'est la volonté de maîtriser les risques. C'est la volonté de maîtriser les risques qui a permis aux hommes de sortir de l'état de minorité. C'est la volonté de maîtriser, d'ailleurs on ne devrait pas parler de risque, de maîtriser les catastrophes, qui a permis aux hommes de sortir de l'état de minorité. Sans tragédie, pas de dynamique moderne. Voilà, c'est ça. Sans tragédie, pas de dynamique moderne. Bah, regardez le discours de la méthode. Le discours de la méthode de Descartes, que tout le monde cite, se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme, parce qu'évidemment, il n'est pas complètement fou, il sait bien qu'il y a quelqu'un au-dessus, c'est au pluriel d'ailleurs. Tout le monde cite cela. Et alors, on pérore dans les copies l'homme, réaliser sa propre essence, etc. Mais attendez, Descartes, le discours de la méthode, c'est un médecin de campagne. Hein. C'est un médecin de campagne. L'idée est laquelle? Vous la connaissez. L'idée, elle est qu'il s'agit de saisir les lois mathématiques de la nature. Il s'agit de saisir les lois mathématiques qui régissent la nature. Il s'agit de saisir les lois mathématiques qui régissent la nature afin d'éloigner la souffrance et l'aspect tragique de l'existence. Enfin, c'est un médecin de campagne. C'est de faire du bonheur une question terrestre. J'ai presque envie de le dire de façon provocante pour que ce soit clair, mais c'est de se soulager à l'existence. Vous ne pouvez pas l'écrire comme ça, mais c'est ça aussi qu'il y a dans ce discours de la méthode. C'est de trouver les voies, si vous voulez, qui permettent à l'homme de s'arracher de la nature et donc de l'aspect dur et tragique de l'existence. Mais sans cette difficulté à vivre, pas de dynamique moderne. Sans tragédie, pas de dynamique moderne. Je prends un autre exemple. Celui-ci vous parlera évidemment. C'est le tremblement de terre à Lisbonne, suivi d'un incendie. Tremblement de terre à Lisbonne, suivi d'un incendie. Le 1er novembre 1755, il s'en est suivi un débat philosophique entre Voltaire et Rousseau. Et la lettre de Rousseau est très connue, elle s'appelle « Lettre sur la Providence ». Lettre sur la Providence. Et qu'est-ce que nous dit Rousseau? Bah, vous connaissez, vous savez que pour lui, cette catastrophe n'est pas qu'une fatalité. Cette catastrophe n'est pas qu'une fatalité, mais résulte de choix politiques, au sens de vie de la cité évidemment, mais résulte de choix politiques, en particulier la concentration des populations au sein des villes, la concentration des populations au sein des villes, une urbanisation oublieuse du monde naturel. Une urbanisation oublieuse du monde naturel. Bon, j'arrête simplement pour vous dire que l'action centrale, une urbanisation oublieuse du cadre naturel.
Qu'est-ce que vont faire les modernes? Ils vont tenter de remplacer la catastrophe par la notion de risque. Voilà. Ils vont remplacer la notion de catastrophe par celle de risque. Tout le travail des modernes va constituer à cesser de penser sous l'angle de la fatalité, mais à penser sous l'angle du risque. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence. Le problème du terme catastrophe, c'est que c'est déjà la réalisation d'un mal. Et quand vous parlez d'une catastrophe, c'est que le mal est sur vous. Hein, enfin, il s'est réalisé. D'accord? La catastrophe, c'est la réalisation du mal. Le risque, c'est la prévisibilité du mal. Le risque, c'est la prévisibilité du mal. Vous voyez la différence? En fait, c'est très clair quand vous traversez une rue. Bon. La catastrophe, c'est que vous prenez un camion dans la tronche. Si vous avez peur et qu'un camion arrive sur vous, avec les phares allumés, c'est la nuit, vous faites quoi? Vous êtes au milieu de la route, il fonce vers vous, faites rien. Faites... Oui. Alors les commissaires répondent ça, effectivement. Ils disent, bah, écoutez, c'est simple, on se roule sur le côté, roulade arrière, on sort là et on tire. Ouais. Mais les commissaires, vous n'êtes pas un groupe commissaire de police. Hein. Je ne veux pas vous vexer, mais vous n'êtes pas un groupe commissaire de police. Les commissaires de police, en cours, ils viennent après avoir couru, le matin, à 7 heures, pour être en forme, pour être bien. Donc, évidemment, ça sent un peu mauvais. Et ils sont en basket. Et il n'y a que des hommes, quasiment. Bon. Et eux, effectivement, ils font ça. Hein. Et quand je leur pose la question, ils me disent, bah, on se roule par terre, on évite le camion, on relève la plaque, et puis après, on le poursuit. Nous, dans la vraie vie, on fait « Ah !» D'accord ? Le risque, la peur, elle est sclérosante. Oui, mais monsieur, mais Hans Jonas, mais fuck, Hans Jonas. D'accord ? La peur, elle est sclérosante. Vous avez peur de ce concours, et il y a des jours, vous êtes devant votre classeur de droit civil, vous n'arrivez pas à l'ouvrir tellement vous avez peur. D'accord ? Ou cet exemple est moyen. Le risque, vous êtes sur un trottoir, vous regardez à droite, à gauche, avant d'entamer la traversée. La notion proprement moderne, elle est celle de risque, d'accord ? Le risque, penser la nature sous le sceau du risque, est une avancée des modernes. Bon, bref. Conclusion de ce grand 1 copieux, équilibre. Hein. Enfin, je parle. Si les catastrophes constituent un danger pour l'homme en ce qu'elles lui révèlent sa fragilité, il n'en demeure pas moins qu'une catastrophe peut avoir une utilité négative. Mais aujourd'hui, la question se pose de façon renouvelée. Grand 2. Face à la radicalisation des catastrophes, il apparaît indispensable de repenser les liens entre la société contemporaine et son appréhension de la tragédie. Évidemment, il est difficile de dire retrouver un rapport apaisé aux catastrophes. Hein, bon. Grand A, radicalisation, exacerbation et mauvais usage des catastrophes. Petit 1, tout va mal. La radicalisation et l'exacerbation des catastrophes. Alors, quelle est l'idée ? Je vous préviens, je vais citer Bernard-Henri Lévy. Ça provoque beaucoup de rire en général dans la salle, donc je le dis tout de suite, parce que sinon les gens se marrent, etc. L'idée, elle est la suivante de ce petit 1. Elle est que les modernes doivent déchanter à la vue du bilan du XXe siècle. Les modernes doivent déchanter à la vue du bilan du XXe siècle. Alors il y a effectivement une phrase qui résume cette idée, c'est une phrase de Bernard-Henri Lévy. BHL, avec un Y, Lévy, dans un ouvrage qui s'appelle « La barbarie à visage humain ». La barbarie à visage humain. Page 85, on s'en moque. Le monde est un désastre dont l'homme est le sommet. Le monde est un désastre dont l'homme est le sommet. Le monde est un désastre dont l'homme est le sommet. Référence picturale. Là, le tableau qui représente certainement le mieux, enfin l'un des tableaux qui représente certainement le mieux le XXe siècle, c'est le cri
d'Edouard Munch. Alors, entendons-nous, camarades, je ne suis pas en train de dire qu'Edouard Munch l'a peint dans une perspective qui est la mienne, là, dans l'exploitation. Vous savez que Munch souffre énormément de maladies diverses et variées, notamment psychologiques. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément la vision qui était la sienne. Je dis simplement qu'à la vue de ce tableau, et du fait du... Oh là là, ça écrit pas. Du fait du succès de ce tableau, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a une corrélation entre ce tableau et le XXe siècle. Alors, description rapide, tout le monde connaît ce tableau. Au premier plan, un homme, sans cheveux. Oui, bon, ça va. Ni sourcils. Se tient le visage, comme ça. Et semble pousser un cri d'effroi. Et semble pousser un cri d'effroi. Il se trouve sur un pont, vraiment un pont rectiligne, hein, et à l'arrière-plan, deux hommes, avec des chapeaux de cow-boy, deux hommes, lui tournent le dos et marchent paisiblement. Qu'est-ce qui rajoute au sentiment? N'hésitez pas dans les copies à parler des musées que vous avez vus, la Fondation Magrez, etc., si vous êtes bordelais, parce que ceux qui vous corrigent, ils vivent parfois là. Voyez, donc vous communiez avec eux, et ils se disent, oh là là, elle ou il a marché sur les mêmes pas que moi, vous voyez, c'est très émouvant, quoi. J'y étais hier après-midi, on était 4, je compte le surveillant. Hein. Évidemment, un samedi après-midi, personne fait pas les bons. Voilà, donc vous comprenez, enfin, vos correcteurs, ils font ça, en fait. Hein, ils font genre, donc vous vous dites, vous dites, on est pareil, quoi. D'accord, bon. Ok, je sens qu'il se passe quelque chose. Ah, une petite brique jus d'orange plein sud. Qu'est-ce qui ajoute au sentiment d'angoisse? Ce qui ajoute au sentiment d'angoisse, c'est les couleurs vives, orange, rouge, les couleurs vives, ondoyantes sur le côté. Ondoyantes sur le côté. Donc vous n'allez pas au-delà hein, de ce que je vous dis là, vous ne le mettez pas dans la copie. Mais à mon sens, c'est l'indifférence généralisée des modernes face à l'horreur absolue. Hein, d'accord. Certains y ont vu un rire. Si vous tombez sur le rire, accroche possible, original, Edouard Munch, le cri serait un rire. Effectivement, quand vous riez très fort, si on vous filme à ce moment-là, et qu'on sort l'image, on pourrait penser à un cri d'effroi. Ok, d'accord. Bon. Pourquoi est-ce que le XXe siècle est le siècle des catastrophes? Je ne vous fais pas une comparaison du nombre de morts. Hein. On ne va pas commencer à calculer le nombre de morts au XIXe, le nombre de morts au XXe et à empiler les cadavres. Hein. Pourquoi est-ce que le XXe siècle est par excellence, malheureusement, le siècle de la catastrophe? Parce que, au moment où le meilleur devait advenir, le pire s'est réalisé. Au moment où le meilleur devait advenir, le pire s'est réalisé. Si vous voulez, la Seconde Guerre mondiale hein, et le génocide, c'est la fin des idéaux de la modernité. C'est d'ailleurs d'où le fait qu'on parle après de post-modernité. Hein, après, c'est la fin des idéaux de la modernité. Le pire, c'est Auschwitz. C'est le pire de l'humanité. C'est un crime. Bah, écoutez, vous pouvez en parler sans moi. Hein, c'est un crime massif. C'est un crime froid. C'est un crime à l'aide du progrès technique. Vous avez lu Les Bienveillants de Jonathan Littell, hein, les petits camions, là, les chambres à gaz portatives, là, qui vont... Vous avez lu comment on empile les corps, les calculs qui sont faits, combien de gens on peut abattre avec une seule balle, etc. Les mères abattues avec les enfants, l'horreur absolue. C'est un crime identitaire, vous êtes exterminé non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes, comme si on le choisit, évidemment. C'est un crime racial, bon bref, vous connaissez, malheureusement, c'est le pire, absolument le pire. J'ai même un argument un peu bizarre. J'ai envie de dire que la catastrophe, si vous voulez, est-elle au XXe siècle
qu'on ne sait même plus comment la nommer. La catastrophe est telle au XXe siècle qu'on ne sait même plus comment la nommer. Alors, oui, brièvement, il y a eu un débat en 2011 qui est lié à un article de Claude Lanzmann, L-A-Z-M-A-2-N, Lanzmann, il y a 2 N à la fin, L-A-Z-M-A-2-N, écrivain cinéaste, que vous connaissez, qui, dans un article du Monde du 30 août 2011, nous dit que la Shoah est dénommée. La Shoah est dénommée. En clair, en très clair, ce terme serait exclu des manuels scolaires. Ce terme serait peu à peu exclu des manuels scolaires. Voilà. Il serait remplacé par, selon les manuels, je vous laisse apprécier la rigueur, génocide nazi ou génocide juif, bonjour, la cohérence, ou anéantissement, etc., etc., etc. C'est un terme qui disparaîtrait, notamment parce que ça n'est pas un terme français. Bon. Alors, le ministre de l'Éducation nationale répond à Lanzmann et lui dit « Écoutez, cher Claude, je comprends bien que votre succès de cinéaste est lié à un film qui porte ce nom. Néanmoins, vous inquiétez pas, ce terme ne disparaît pas, il n'y a pas de circulaire de l'Éducation nationale en ce sens, etc. » Bon. Chacun se fait son idée. Moi, je suis passé chez Gibert et j'ai regardé les manuels scolaires. Chacun en pense ce qu'il en veut. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la polémique pour la polémique, c'est de dire comprenez que la catastrophe est telle dans ce siècle qu'on ne sait même plus comment la nommer. D'accord ? Le propre de la catastrophe, c'est de s'attaquer à sa définition même. Comprenez, la raison s'éloigne, le sens s'éloigne. Comment vous expliquez cela ? Comment vous nommez cela ? Bon. Ok, c'est gai, hein ? Petit 2, du mauvais usage des catastrophes. Petit a, la désignation d'un bouc émissaire. Alors là, on ne va pas se casser la tête puisqu'on l'a déjà fait. Nous l'avons déjà fait, puisque, je crois, avant-hier, nous avons parlé des sociétés primitives. Et nous avons parlé du temps cyclique. Et j'ai dû vous dire rapidement que la grande peur de ces sociétés primitives, c'est la rupture dans la chaîne du temps. Bon, je ne l'ai pas dit, c'est dit là. La grande peur de ces sociétés primitives, c'est la rupture dans la chaîne du temps. Vous voyez ? Un acte tout d'un coup qui viendrait rompre la chaîne du temps. Et pour l'éviter, on organise des sacrifices en polarisant la violence d'un groupe sur une victime expiatoire. En polarisant la violence d'un groupe sur une victime expiatoire. Bon, on sacrifie, quoi. Bon, vous comprenez le lien avec aujourd'hui, Nous n'avons jamais été modernes. Pour reprendre un titre d'un ouvrage très érudit. Je reprends juste le titre, dans un autre contexte. Nous n'avons jamais été modernes. C'est-à-dire qu'en temps de catastrophe, le bouc émissaire réapparaît. Alors, je vous parle d'un temps, c'était il y a très très longtemps. C'était il y a très longtemps, dans un pays lointain, pendant une campagne européenne, on avait dit que cette catastrophe économique, qui était le chômage et social, était liée à la concurrence, notamment du plombier polonais. Bon. Et puis dans un pays lointain, il y a plusieurs siècles, je ne saurais plus le dater, on a poursuivi des gens avec des battes de baseball pour leur taper dessus car ils étaient responsables de l'insécurité dans le pays. C'était des Roms, c'était dans le sud de la France. Bon. C'est extrêmement évident. En temps de catastrophe, le bouc émissaire réapparaît. Et puis après, vous le détaillez avec l'exemple que vous souhaitez. Le capitalisme, le mondialisme, l'étranger, etc. etc. Bon. Vous avez vu les résultats des dernières municipales. Petit b. Ah, petit b. C'est pas mal ce qui vient d'écrire la Bruckner là, sur un bon fils, non ? Certains ont commencé ? Bon, non.
C'est assez émouvant. Puis il y a cette photo là, vous savez, on voit le papa avec son fils. Et en fait, bon, il s'avère que c'est une brute épaisse, raciste, etc. Et c'est... Bon. Petit b, une nouvelle conscience catastrophiste aux effets délétères. Ah. Alors voilà. Bon, il y a 2 bouquins qui sont nuls, dont je vous donne juste les titres et l'idée directrice. L'idée directrice, elle est simple, c'est la conscience aiguë des catastrophes, a pour conséquence un retour d'un fond apocalyptique. La conscience des catastrophes aujourd'hui a pour conséquence un retour d'un fond apocalyptique. Vous voyez ce que ça donne ? Oh, tu fumes ? Mais tu vas mourir. Tu bois du Coca-Cola rouge ? Mais t'es complètement folle, tu vas être super grosse. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous voyez l'ambiance dans laquelle on vit ? Tu tries pas tes déchets ? Mais tu es un terroriste. Oh, tu prends l'avion, mais ça pollue. T'as un diesel ? Mais t'es folle ou quoi ? Vas-y, va fumer sur le balcon. Je veux pas que tu fumes en présence des enfants. Hein, vous disent les Parisiens. Pardon. Il y a 2 ouvrages qui sont pas bons sur ce terrain, mais si vous avez envie, ça m'embête de dire ça parce que c'est un auteur que j'adore. Il y a Régis Debray, qui a fait paraître en 2011, mais voilà, c'est un avis personnel. Hein, bon. Ah, c'est un moment à la menthe ? Ah bon. Ah, sinon j'en aurais bien pris un. Du bon usage des catastrophes. Si vous avez envie, moi je vais vous parler d'un 3e. Bon, enfin, si vous avez envie, voilà, vous pouvez chercher quelque chose du côté du bon usage. C'est la thèse de ce petit ouvrage. Et puis vous en avez un autre de Pascal Bruckner, B-R-U-C-K-N-E-R. Pascal Bruckner, bon, que mais je préfère son roman là, son récit autobiographique, le fanatisme de l'Apocalypse. D'où le sujet de la gendarmerie, hein, là, sur l'écologie, truc totalitaire. C'est exactement ce que nous dit Bruckner. Il nous dit que l'écologie est devenue une idéologie dominante, c'est devenu une idéologie absolument dominante. Bon. Et ce que nous dit Bruckner en une ligne, hein, parce que c'est que la radicalité du constat, on va tous mourir, quoi, c'est ça en gros. Hein. Les pingouins s'en vont, la banquise fond, éteins ton moteur au feu rouge. Bon. La radicalité du constat se double d'une politique publique anecdotique. Ce qui laisse les citoyens évidemment perdus. Nous allons tous mourir si nous ne faisons rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Le Vélib. Vous comprenez ? Le côté... je vous dis pas comme on a tous envie de boire dans votre canette là. Il va y avoir un gros souci. Alors c'est pas génial ces 2 bouquins et je vous propose de les éclairer très brièvement à l'aide d'un autre auteur qui me paraît plus intéressant, qui est Michel Foucault, qui donne une leçon au Collège de France. Il est presque mort, il lui reste quelques semaines à vivre. Le 1er février 84. C'est vrai, hein, il est quasiment mort là. D'ailleurs, l'année se terminera par « il est trop tard, alors bonsoir ». Et bon, enfin bonsoir, au revoir, c'est-à-dire c'était le matin, c'est quoi. Et bon. Une leçon du 1er février 84. Bon, dans un recueil là, qui s'appelle « Le courage de la vérité ». Le courage de la vérité, peu importe. Et c'est très intéressant parce que c'est un schéma qui passe dans plein de sujets à mon avis. Il nous dit que dans l'Antiquité, il y a 4 modalités du dire vrai. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Il y a 4 modalités pour dire la vérité, si vous voulez. Voilà. 4 modalités pour dire les choses. Eh bien, les voici. La prophétie. Vous voyez, Paco Rabanne, hein, c'est quelqu'un qui dévoile ce que personne ne peut voir. Vous voyez ? La prophétie. Bon.
Je vois que dans un siècle, la prophétie. La deuxième modalité pour dire le vrai, c'est la parésia. La parésia. La parésia. Alors, la parésia, c'est le parésiaste, c'est celui qui a le courage de dire la vérité telle qu'elle est. Le parésiaste est celui qui a le courage de dire la vérité telle qu'elle est. Tu trouves que j'ai grossi ? Oui. Et donc, c'est une prise de risque. Hein. C'est évidemment une prise de risque. J'ai l'impression que tu m'aimes moins en ce moment. Oui. Je t'ennuie. Oui. C'est très difficile. Hein. Il y a très peu de parésiastes dans cette salle. Hein. Bon. La troisième modalité, c'est la sagesse. Alors, il est rigolo, Foucault. Il dit « est sage celui qui vit comme un sage ». Bon, super. En fait, en gros, c'est celui qui, vous savez, qui est un petit peu en haut de sa montagne, qui est complètement reculé, et qui ne parle que si on le sollicite. Vous savez, c'est Astérix et Obélix, c'est les 12 travaux, etc. Grimper, etc. Oui. Bon. Et la quatrième modalité, c'est la technique. La technique. C'est-à-dire, c'est celui qui a l'obligation de parler, mais qui prend aucun risque. C'est l'expert, le prof, enfin, oui, c'est celui qui blablabla, 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 jusqu'à ce que les gens tombent. Pardon. Ben, qu'est-ce que vous dites en lien avec 2014 ? Ben, vous dites qu'aujourd'hui, le discours prophétique s'impose au détriment des autres. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre au profit du discours prophétique. Voilà. Donc vous éclairez les deux autres bouquins que vous ne citez même pas, à mon avis, par l'usage de Michel Foucault. Hein, aujourd'hui, le discours prophétique tente à s'imposer. La prophétie alarmiste. Voilà, petit c, alors c'est un petit b sur votre plan, mais normalement c'est un petit c. Alors ça c'est vraiment juridique, c'est les excès et les dérives des principes de prévention et de précaution. Alors là c'est votre domaine. C'est une conséquence des catastrophes, du discours catastrophiste. Alors prévention, précaution, vous savez les distinguer. J'ai un truc nul, mais hyper facile. Prévention, c'est quand on connaît les risques. La prévention, c'est lorsqu'on connaît les risques. Vous avez vu le discours préventif aujourd'hui ? Je vous le fais. Mangez sain, bougez, mangez 5 fruits et légumes par jour, ne grignotez pas entre les repas, fumez-tu, consommez de l'alcool avec modération. Vous sortez en soirée, sortez couvert. Vous avez échappé un jour à ce genre de discours ? Juste une seconde. Vous avez vu l'importance. Pourquoi ce discours est-il aussi imposant ? Quel est l'objectif de la puissance publique ? L'objectif de la puissance publique, il est évident, il a été d'ailleurs diagnostiqué dans un rapport du Conseil d'État, je réutilise les mots du rapport, c'est une socialisation raisonnée des risques. C'est pas très clair, monsieur. Une socialisation raisonnée des risques. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que l'État informe à tour de bras ? Pour limiter la responsabilité qui pourrait être celle de la puissance publique. D'accord ? Vous comprenez l'idée ? Oui, d'accord, c'est parce qu'il s'intéresse à la santé de Frank Kessler. Bon, mais il n'y a pas que ça. L'idée, vous lisez le rapport du Conseil d'État s'appelle « Responsabilité et socialisation du risque ». Hein. Vous lisez ce rapport, c'est très clair. Ils disent que l'État ne doit intervenir qu'en cas de force majeure. Parce qu'on voit les procès qui vont arriver. Ah ben j'ai un cancer de la gorge, ah ben je suis alcoolique, ah ben j'ai une ablation du foie, ah ben j'ai plus de cheveux, ah ben etc. etc. Qu'est-ce que dira l'État ? Mais attendez, vous plaisantez ou quoi ? Regardez les campagnes. Regardez les campagnes de communication. Il y en a tous les jours. Quel est le risque ? Quel est le risque puisque tout va mal ? Je vais vous le dire le risque. Hein. Le risque, c'est le retour de la faute morale. Le retour de la faute morale. Aujourd'hui, si vous buvez du Coca-Cola rouge, que vous êtes fumeur et que vous aimez les soirées sadomaso, vous vivez seul. D'accord ? C'est évident. Évident. On vous regarde, mais comme ça. Non ? Vous trouvez pas ? Il y a des gens qui me font si, mais discrètement, en regardant si la caméra est pas... D'accord ? Vous essayez juste une fois d'arriver avec des clous autour de la gorge, hein, et un fouet en une soirée. En disant, mais moi, mon truc, c'est j'adore me faire fouetter.
Vous êtes un anormal. Vous prenez une cigarette en présence d'enfants, vous êtes un terroriste aujourd'hui. D'accord? Bon. Quel est le problème au-delà du retour de la faute morale? Mais on est complètement. Je ne sais pas si vous le vivez ça, mais vous sentez le regard des gens quand vous êtes au McDo, qui passent devant la minute, vous êtes là, et puis ils font. Mais on ne peut plus vivre! On ne peut plus vivre, quoi. C'est dingue, hein. Bon, restons calmes. Quel est le problème? Le vrai problème. Il y a un retour de la faute morale. Bon, en réalité, ça dérange personne, puisque nous sommes tous absolument conformistes. Bon. Le vrai problème, c'est qu'il y a une inégalité profonde face au risque. Et que ce discours ne le prend pas en compte. Il y a une inégalité profonde face au risque, et ce discours ne le prend pas en compte, les amis. J'ai été placé un mot. Je vais au McDo à midi. Vous savez ce qu'il y avait écrit sur la porte? Suite à la demande de nombreux clients, nous avons le plaisir de vous informer que le McDonald's sera ouvert le 24 décembre. La sortie festive d'un public désargenté à Noël, c'est le McDonald's. Vous et moi, non pas vous, peut-être pas encore, mais moi je peux manger bio, hein. Il n'y a pas de problème. Ma barquette de viande bio Monoprix à 10 €, je peux en acheter 6, puis vous les distribuez. Et comment ils font comment font les ouvriers? Vous arrivez dans une usine, on vous dit il y a de l'amiante, ou même dans un tribunal en tant que substitut, il y a de l'amiante, faites quoi? Vous partez? Abandon de poste. Hein. Je suis PDG de L'Oréal, on me dit il y a de l'amiante, le lendemain matin, 8 h, je suis plus là. Première pointée par le rapport, hein, dans les bons. Deuxième problème, la deuxième limite de cette politique préventive, c'est qu'elle s'adresse à des êtres raisonnés, à des êtres rationnels. Or, les sciences sociales ont démontré la part irrationnelle de l'homme. Il y a des gens dans cette salle, certains de vos professeurs fument. Sur les paquets de cigarettes, on leur dit qu'ils vont mourir. Ils fument quand même. C'est un peu facile ce discours préventif, non? Qui viendra vous dire, mais écoutez, on vous a prévenu. Oui, mais enfin, le problème, c'est que nous ne sommes pas des êtres si rationnels. Oublions le principe de prévention. Disons un mot du principe de précaution. Aujourd'hui, il y a également, second tiret, une dérive du principe de précaution. Mais là, moi, j'ai rien envie de dire, parce que c'est vous les juristes, c'est pas moi. Hein. D'autant que certains ont eu l'outrecuidance de me demander ma note de civil à l'écrit au concours, qui était comprise entre 1 et 3, et c'est extrêmement désobligeant, comme ma note d'ailleurs en pénal à l'oral. Là, il y a toujours un moment de silence, parce que les gens ne savent pas si je plaisante ou pas. Il y a des gens qui ont la réponse, ils n'auront pas le droit de la donner. Vous êtes juriste, pas moi. Vous avez vu la définition du principe de précaution. La précaution, c'est lorsqu'on ne connaît pas exactement les risques. Bon. Vous avez vu la définition du principe de précaution. Ça concerne, sinon reprenez-la, il a été constitutionnalisé. Ça concerne à l'origine le champ environnemental à un coût économiquement acceptable. Il y a des limites. Le champ environnemental a un coût économiquement acceptable. Or, aujourd'hui, il y a clairement une dérive du principe de précaution. Regardez. Cour d'appel de Versailles, 4 février 2009. Cour d'appel de Versailles, 4 février 2009. C'est la jurisprudence Bouygues Télécom, Cour d'appel de Versailles, 4 février 2009, Bouygues Télécom contre Lagouge, L-A-G-O-U-G-E. Vous l'avez vu dans cette jurisprudence, sur les antennes relais? Il y a quelqu'un qui est à côté qui dit « Ah, mais ça fait peur ». Hein? On est d'accord qu'il n'y a pas de causalité démontrée. Hein? Il n'y a même pas de trouble exceptionnel démontré. Et la Cour d'appel fait démonter cette antenne, sous astreinte. Bon. Il y a clairement une dérive du principe de précaution. Osons, mais vraiment avec mesure, les amis. Hein. À qui s'applique aujourd'hui le principe de précaution? Je vous indique que Céline Garçon n'est pas d'accord avec cette analyse. Hein. Bon, donc c'est de la culture chaise, en fait, ce que vous voulez. Hein. Aux délinquants potentiels. C'est Minority Report, si vous n'avez pas envie de prendre de risques. Hein. Si vous n'avez pas envie de parler de la rétention de sûreté. Qui dit cela? C'est Mireille Delmas-Marty. Hein. C'est le principe de précaution qui est appliqué à des personnes potentiellement délinquantes. On vous garde, on vous sent pas. Mais j'ai rien fait, je viens de faire 30 ans, j'ai payé. Ouais, mais
On va vous garder un petit peu avec nous. Vous êtes bien, non, ici? Ça va mal, hein? Il y a un XXe siècle, le siècle de la catastrophe. Il y a une mutation des catastrophes, il y a un mauvais usage des catastrophes, il y a une dérive des principes de prévention et de précaution. On est mal. B du 2, retrouver un rapport apaisé dans l'appréhension des tragédies. Alors vous avez un titre qui est complet, on termine ça rapidos, et puis on va boire à Monaco. Vous savez qu'à Bordeaux, ils font des pintes de Monaco? Vous saviez ça? C'est complètement dingue. J'arrive dans un bar avec ma revue Esprit là, pour constituer un sujet, et le type me dit « Qu'est-ce que vous prenez ?» Je lui dis « À Monaco, je prends un truc de fille, quoi. » Et il me dit bah, « Vous êtes en happy hour. » L'happy hour à Bordeaux, c'est de 15 à 20 heures. C'était à côté du cinéma, là, ça s'appelle le 5e avenue, je crois, le restaurant, enfin, je sais pas bon. Et vous voulez tout savoir. Et je lui dis oui, et alors? Parce que je me suis dit, il va m'annoncer que je gagne 1 euro, quoi. Bon. Et il me dit, bah, prenez la pinte. La pinte est 1 euro de plus. Une pinte de Monaco. Et ça, ouais, vous avez vu ça à Bordeaux? Ils vous servent des pintes de Monaco. Mais ils vont pas bien, les Bordelais, hein. Donc je me suis retrouvé avec un énorme truc à boire. Là. Vous buvez? Vous sentez que vous buvez de plus en plus, non? Depuis la préparation de ce concours? Non, vous ne chantez pas? Il y a des addictions que vous développez, non? Les ongles? Non, les ongles, vous rongez tous vos ongles? Est-ce que vous êtes insupportable avec vos proches? Vous vous relevez la nuit? Non? Est-ce que vous pensez à vos cours quand vos amants respectifs vous parlent? Vous êtes au restaurant et la personne vous dit, tu sais, je trouve que notre relation, elle embellit le quotidien. Et vous êtes là et vous dites la quotidienneté, la contemporanéité. Non? Vous n'en êtes pas là? Si, hein, ouais, c'est terrible, hein? Mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus vos proches, hein, ça veut juste dire que vous êtes complètement lobotomisé. Et vous allez arrêter, vous allez rentrer à l'école, et puis là, vous serez moins angoissé déjà. Vous ne stressez pas pour le classement de sortie. Vous stressez pas pour le classement de sortie, hein, c'est un peu une loterie. De toute façon, on est tous, c'est bon, on est tous magistrats. Au pire, vous faites 2 ans en Corse, vous revenez, et vous serez hyper content de votre premier poste, en fait, c'est bon. Même si vous allez dans les îles, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Vous allez vous éclater, en fait. Hein. Bon. Surtout si vous avez Cayenne. Hein. What is that? A crocodile. Ah. Alors, j'ai un copain qui a Cayenne. Là. Bon, avant de démarrer ce grand B qui est quasiment terminé, rassurez-vous, moi je dis à mon correcteur, écoutez, il y a une part de tragique contre laquelle on ne peut rien. Il y a, voilà, avant de commencer le petit 1, le petit 2, je dis, écoutez, l'objectif, c'est pas la tragédie zéro. Voilà, c'est pas possible. Il y a une part de tragique dans la vie contre laquelle on ne peut rien. C'est ainsi. Et j'ai presque envie de dire, c'est bien ainsi. Sinon, c'est 1984, c'est Orwell, c'est bon. L'exemple que vous prenez là, c'est Akaki Akakievitch. Ah bah oui. Ah non, attendez, moi je connais 3 bouquins et je les replace partout. Hein. Voilà. Akaki Akakievitch. Et évidemment, que vous rebalancez l'histoire de... Comment ça, c'est qui? Pourquoi faut l'écrire? Regardez le travail. Et gratuitement, je vous le réécris gratuitement en plus. C'est super facile parce que ça s'écrit pareil. Akaki. Facile. Aka. Kevitch. Et son nom c'est Dashmachken. Mais ça, je vous le passe. Akaki. Mais sinon, Akaki dans votre copie, hein. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon, c'est pas. Akaki Akakievitch. Le manteau de Nicolas Gogol. Je replace. Et je dis voilà, on n'y peut rien. Enfin voilà, c'est une part de tragique contre laquelle on ne peut rien. Enfin, sinon, le risque zéro, c'est la société totalitaire, quoi. Hein, c'est bon. Bon, sinon, si vous avez lu Némésis de Philippe Roth, c'est la même idée. Hein. Bon, je ne sais pas si vous aimez Philippe Roth. Alors, petit 1,
L'État, bon, le titre est long, hein. S'il existe une part de tragique contre laquelle on ne peut rien, l'État se doit toutefois d'anticiper afin de diminuer l'aléa en s'appuyant sur les leçons tirées des catastrophes. Bref, le rôle de l'État. Petit a, un travail d'anticipation. Quelques tirets rapides. Premier tiret, l'État se doit de mettre en place des procédures juridiques. Mettre en place des procédures juridiques pour assurer la pérennité de la nation en temps de crise. Premier tiret, mettre en place des procédures juridiques pour assurer la pérennité de la nation en temps de crise. Alors Patrick Fresset m'a dit, écoute, tu leur dis article 16 de la Constitution, ça va leur parler, tu prends un air comme si tu connaissais, et puis c'est bon. Article 16 de la Constitution, évidemment. Second tiret, développer une éthique de la responsabilité. Développer une éthique de la responsabilité. Oh, je sais, vous attendez Jonas, vous n'aurez pas Jonas. Vous pouvez, mais bon. Je vous rappelle que c'est le principe responsabilité, hein, et non pas le principe de responsabilité. Bon. Pourquoi ? Parce que nous pensons toujours échapper aux catastrophes. Nous pensons toujours, je ne sais pas vous, hein, mais dans cette salle, je pense qu'il n'y en a aucun qui se dit, ben moi, un jour, il y aura une catastrophe qui va me tomber dessus. Nous pensons toujours, Fukushima, c'est les autres, c'est pas nous. Ben oui, Fukushima, c'est pas nous. Les boat people, ben c'est pas nous. Les accidents de la route, ben c'est malheureusement d'autres. C'est jamais nous. Ça, c'est un héritage des Lumières, de l'optimisme des Lumières. Ok ? Donc si on attend la mobilisation des citoyens face aux catastrophes à venir, on n'est pas arrivé. Il appartient à l'État de développer une éthique de la responsabilité pour éviter les catastrophes. Quel exemple je vous prends ? Le risque de catastrophe judiciaire. Oh non, il va nous replacer l'éthique des magistrats. Bah oui. Mais oui. Que fait la puissance publique pour éloigner le risque de catastrophe judiciaire ? Il développe l'éthique au sein de la magistrature, à savoir la déontologie. Et là, le recueil. Et que je te balance mes 10 lignes sur le recueil. Ou mes 5 lignes, ou mes 3 lignes, enfin ce que j'ai travaillé. Ce n'est pas le sujet qui détermine ce que vous allez écrire, c'est vous qui l'avez prédéterminé avant que le sujet tombe. C'est assez prophétique ce que je viens de dire. Troisième tiret, je pense que l'État doit, enfin je pense, non, hein, je repique tout des auteurs et puis je ne les cite pas, hein. L'État doit fixer des repères symboliques. L'État se doit de fixer des repères symboliques. Vous savez, en temps de catastrophe, on ne sait plus où on en est, d'accord ? Donc l'État se doit de prévoir cela en fixant des repères symboliques. Alors, évidemment, si on était Pierre Legendre, on dirait l'État doit fonder l'indestructibilité symbolique de la société. C'est la même idée. Exemple, les lois mémorielles. Exemple, la valorisation de l'identité nationale. Possible, hein ? Possible, hein ? Enfin, je veux dire, bon. Il y a d'autres exemples, hein, mais ça me paraît essentiel. Hein. Pour traverser les catastrophes, il faut savoir où on vit, et pourquoi on est là, et à quelle communauté on appartient. Sinon, bah, on est ballotté. Hein. Alors, petit b, l'État se doit également de tirer des leçons des catastrophes. Alors, qu'est-ce que je veux dire de plus que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure ? Ce que je veux dire de plus, dans ce petit b, brièvement, c'est que c'est un exercice administratif très exigeant. Vous et moi, lorsqu'on dit tirer des leçons des catastrophes, on se dit bah ouais, il faut réfléchir quoi avant d'agir. Non, c'est un exercice administratif très exigeant. Je vous donne un exemple concret. H1N1. Bon, H1N1, la grippe espagnole en 1918-1919, c'est 30 millions de morts. Hein. Bon, donc H1N1, à côté, c'est le Club Med. Bon, enfin, quelle est la leçon de H1N1 ? Il nous reste d'ailleurs si vous avez envie de vous... Bon. La leçon, c'est que la crise a été largement endogène. La crise a été largement endogène. Vous vous souvenez ? Le ministre qui arrive en disant il faut aller se faire vacciner dans les gymnases, partout, les médecins qui arrivent en disant c'est n'importe quoi, et vous étiez là, une seringue dans un bras, vous l'enleviez, vous la mettiez dans l'autre, enfin c'est n'importe quoi. Quoi ? Il y a quelqu'un qui dit pourquoi j'ai jamais de seringue, moi ? Là, j'ai vraiment pas de bol. Déjà, je suis pas en centre-ville, mais en plus, il n'y a jamais de seringue pour moi. Viens du... Enfin bon. Pourquoi est-ce que ça a dysfonctionné ? Parce que les instituts de vigilance
ont eu une communication différenciée. Les différents instituts de vigilance ont eu une communication différenciée. Et vous n'imaginez pas le nombre d'énarques qui bossent actuellement sur, enfin qui maintenant ont terminé quand même leur mission, mais qui ont travaillé sur la nécessité de restructurer la communication de crise sanitaire. Et ce qui a notamment été décidé, c'est vrai que nous, l'administration, c'est un truc qui nous paraît ça c'est pas notre truc, quoi, mais c'est un boulot de dingue, hein. Ils font des notes de synthèse, beaucoup, hein. Ce qui a été notamment décidé, c'est de donner la priorité en termes de communication à un institut. Il y a plus que cela, évidemment. Mais c'est de donner la priorité de communication à un institut, qui est l'Institut de veille sanitaire. L'Institut de veille sanitaire. Alors, on a quasiment terminé. On va terminer par une touche d'espoir en disant, petit 2, une sortie triomphante et émancipatrice des catastrophes est possible. Petit a, traverser une épreuve invite à refonder. La catastrophe peut paradoxalement apparaître comme un principe actif. Oui, la catastrophe peut être un principe actif, elle invite à refonder. Alors, prenons un exemple tout simple. La catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle, ou alors la destruction de la biosphère par l'action des hommes. Bien. Alors, il y en a plein, hein, enfin, BP, les fuites dans l'eau, Bama, il y a plein de trucs. Bon. Ces catastrophes invitent à refonder. Il y a une condition, c'est, et ça sera très concret, hein, c'est de repenser notre pacte social. Repenser notre pacte social. Alors, il y a deux auteurs qui disent cela dans un même bouquin, ils ont écrit ensemble. Le bouquin s'appelle « Vers une démocratie écologique ». Vers une démocratie écologique. Alors, c'est Dominique Bourg et Kerry, Dominique comme Dominique, hein. Kerry Whiteside. C'est un E, ça. Ils ont écrit ensemble Vers une démocratie écologique. Alors, bon, écoutez, c'est très simple, hein. Ils nous disent, votre pacte social, ça va pas. Ça va pas, votre pacte social. Comment voulez-vous relever les grands défis écologiques? Ça va pas. Entre nous, François Hollande, il a intérêt à mettre en place une politique environnementale, là. Vous l'imaginez, là, en 2017, venir dire, je vous demande de me réélire parce que j'ai fait avancer le débat sur la taxe carbone. On ne sait même pas. Vous êtes l'élite administrative. Je vous fais tous passer à l'oral, là. Je pense qu'il y en a 2 qui peuvent m'expliquer comment fonctionne la taxe carbone. Peut-être 3. En tout cas, pas moi, hein. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein. Aucun intérêt. Pourquoi? Mais parce que la temporalité élective est courte. Il y a des élections tous les 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place une politique environnementale? Aucun intérêt politique. Hein, vous ne le dites pas comme ça. Vous dites temporalité élective courte. Et puis, il y a une deuxième limite, mais qui est tellement évidente. C'est la souveraineté. C'est la limite de la souveraineté. Je mets une politique environnementale en place, ça s'arrête à Avesnes-sur-Helpe. Super efficace, hein, si mes voisins polluent comme des dingues. Sans compter le différentiel économique. Hein. Bon. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Laissez tomber. Eux nous disent, écoutez, si vous voulez que ça marche... Pardon? Vous répétez? La souveraineté. La limite de la souveraineté nationale. Ils nous disent, écoutez, voilà, on ne va pas se tuer à la tâche, vous n'y arriverez pas, si vous ne repensez pas votre pacte social, on vous propose pour cela 3 mesures. 3 mesures. Première mesure, droit de parole aux ONGE lors de l'élaboration des lois. Droit de parole aux ONGE, organisations non gouvernementales environnementales, bref, droit de parole aux ONGE lors de l'élaboration des lois. Bon. Je suis d'accord, c'est plus complexe, hein, comment on les sélectionne, bon. Deuxième mesure, créer une académie du futur. Oh les salauds! Ils ont repiqué l'idée de Rosan Vallon. Trop méchant.
Créer une académie du futur. Qu'est-ce que disent là, les deux auteurs? Ils vous disent, on continue? Le CNRS qui travaille dans son coin, qui ne donne pas les données à telle structure, chacun qui publie des études différentes pour se... On continue comme ça, la guerre des services, hein, ou on essaie de créer une académie du futur qui regroupe les experts. Ce serait peut-être temps de regrouper les experts, vous croyez pas? Plutôt que de dire, ah ben moi j'ai vendu 3000 rapports, ben moi j'en ai vendu 1005. Hein. Bon. Troisième réforme concrète qui est proposée, faire des chambres hautes, le Sénat, faire des chambres hautes, des chambres destinées aux enjeux du long terme. Faire des chambres hautes, des chambres destinées aux enjeux du long terme. Elles n'auraient qu'à traiter les enjeux sur plusieurs dizaines d'années. Et alors là, par contre, c'est hyper polémique. Ils ont proposé un truc de ouf. Ils ont proposé que ces chambres-là aient un droit de veto par rapport à l'Assemblée au nom des générations futures. C'est pas gagné. Au nom des générations futures. Surtout si le Sénat est à droite et que l'Assemblée... Enfin bon. Enfin voilà 3 mesures concrètes si jamais vous tombez sur un sujet sur les catastrophes ou sur la nature. Voilà, vous venez de lire, lire, pour un concours, c'est largement suffisant, vous venez de lire cela. Dernier argument, petit b, je dis à mon correcteur que traverser des catastrophes est moins douloureux lorsque l'on porte une espérance, oui. C'est plus facile de traverser des catastrophes lorsque l'on a une petite espérance. Je pense toujours à cette maman là qui était élitreillée au-dessus de l'eau et qui a laissé tomber son enfant. Vous savez, l'enfant est mort et qui s'est suicidé après. Ça, les amis, c'est votre quotidien hein, en juridiction. Hein. Il faut être zen. Hein. Il faut être super zen. Alors, vous inquiétez pas, quand vous êtes en fonction, ça se passe super bien. Hein. C'est quand vous êtes en dehors que ça va moins bien après. Hein. Vous avez envie de pleurer tout seul. Vous êtes devant votre pinte de Monaco et vous dites une pinte de Monaco à 4 €. Vive Bordeaux. C'est le rôle du patrimoine. Je pense, sincèrement, que c'est le rôle du patrimoine que... Comment j'ai cassé l'ambiance là? C'est le rôle du patrimoine que d'aider les hommes sur le terrain de l'espérance. Ah l'autre, il repique des idées sur le sujet « La beauté sauvera-t-elle le monde ?» Oui, je pense effectivement que la beauté peut sauver le monde, et notamment les hommes. Je prends un exemple concret et on arrête. La cathédrale de Reims. Alors, la cathédrale, je ne sais pas s'il y a d'ailleurs des Rémois, mais la cathédrale de Reims, les amis, c'est la catastrophe, les catastrophes par excellence. Hein. Elle a été vandalisée au moment de la Révolution. Elle a été transformée en magasin à fourrage. On y mettait le foin et les bêtes. Elle a été bombardée pendant la guerre. Et pourtant, ce sera la dernière phrase, toujours debout dans l'horizon champenois, toujours debout dans l'horizon champenois, elle a résisté et illustre bien son rôle patrimonial. Alors évidemment, si votre correcteur est rémois, alors là, c'est 18. Hein. Bon. S'il est nantais, il s'en moque. Hein. Et illustre bien son rôle patrimonial, 2 points. Défier le temps et les tragédies. Défier le temps et les tragédies pour rappeler aux hommes d'aujourd'hui, la beauté en laquelle croyaient leurs prédécesseurs. Défier le temps et les tragédies pour rappeler aux hommes d'aujourd'hui la beauté en laquelle croyaient leurs prédécesseurs. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Pause. Ah, mais là aussi j'ai recassé l'ambiance, trop d'émotions d'un coup. Donc oui, ça passait très bien sur un sujet du type la beauté sauvera-t-elle le monde. Pause et ensuite on fait un sujet hyper rigolo sur on débute un sujet hyper rigolo sur le sport, qui est mon domaine, mon sujet de prédilection. Hein. Je vous remercie.
Et sinon, il vous reste des bonbons au citron? Il vous reste des bonbons au citron? Ah. Ah, super. Bah, écoutez, tant pis, ce sera enregistré, mais je suis hyper preneur. Là, il serait, comme qui dirait, un peu chaud. Là. Oui, c'est 18 ans? Non, c'est à la fin. Ah, j'ai peur. Je viens de dépasser, personne n'a osé m'arrêter. Oh, oui.